Has to be an injury replacement. Back it comes to Stransky. Up goes the kick. Up goes the walls. Stransky has kept his head. 25 juin 1995. Stade Ellis Park de Johannesburg, en Afrique du Sud. 94e minute. À la suite d'une mêlée, le numéro 9 des Springboks passe le ballon à son demi d'ouverture, Joel Stransky, qui envoie un drop en plein milieu des poteaux à 2 minutes de la fin des prolongations. Toutefois, pour mieux comprendre l'importance de ce drop, intéressons-nous sur les événements ayant suivi la Coupe du Monde 95. Après s'être penché sur le parcours ainsi que sur le sacre des Springboks lors de cette compétition, nous allons découvrir l'impact de cette épopée sur la société sud-africaine, offrant un moment d'unité symbolique aussi mythique que controversé. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la seconde série de Géosporétique où nous allons nous plonger dans un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel les Springboks, une équipe, un pays, nous prouvent que le sport peut permettre à une nation de se retrouver. Going for the line. Back it comes to Joos van der Westhuizen. Little knock forward, but that's it. South Africa have won the World Cup, having been back in international rugby for less. Au coup de sifflet final, comme l'écrit si bien Martin Meredith dans sa biographie de Mandela, toute l'Afrique du Sud a éclaté en fait. Les Noirs aussi joyeux que les Blancs. Jamais auparavant, les Noirs n'avaient eu à montrer une telle fierté des efforts de leurs compatriotes blancs. Ce fut un moment de fusion nationale que Mandela avait beaucoup contribué à inspirer. In reality, in the books, in movies, and it will go down, I think, as one of the great sports stories of all time. And Madiba was, of course, the architect of that story and what he meant to the players, what he meant to the nation. De fait, il s'avère pertinent d'analyser l'impact de la Coupe du Monde sur l'Afrique du Sud à travers le prisme des médias. Selon Martha Evans, la télévision a joué un rôle primordial dans l'objectif de développer un sentiment national car, selon ses propos, la victoire n'aurait pas atteint 43 millions de Sud-Africains sans les médias. Cet outil s'est parfaitement associé au travail de Nelson Mandela visant à influencer les Sud-Africains noirs afin qu'ils soutiennent les Springboks, permettant ainsi de développer, au fur et à mesure de la compétition, une unité sans précédent dans la population. You know, you wanted to compete and you wanted to prove to everyone that we as black people can also play rugby, and you have to prove every single time why you need to be in a team. Toutefois, cet effort habile de Mandela, avec cette image de cohésion de la nation, ne permet de réellement penser les blessures de la société, à l'image du traitement vécu par l'ailier Sudaf Chester Williams. Ce rugbyman était le chouchou de la communauté noire sud-africaine, seul joueur de couleur de l'effectif et seulement le 3e de l'histoire des Boks. La présence de The Black Pearl dans l'équipe de rugby symbolise le virage de la société ségrégationniste vers la fameuse nation arc-en-ciel. Cependant, son intégration n'est qu'une façade. Ce dernier avouant des années plus tard au sein de son autobiographie qu'il était isolé au sein du groupe et que la plupart de ses coéquipiers l'évitaient jusqu'à même lui proférer des insultes racistes. Finalement, Chester Williams avait juste le sentiment d'être instrumentalisé. Because as you can see that when I was telling you earlier that when you see the broader Hout Bay, it's nicer than where we live. That means the promises that we were promised before are not fulfilled. Même si créer ce sentiment d'unité était formidable pour le pays, après que l'euphorie de la Coupe du Monde de rugby se soit dissipée, l'Afrique du Sud s'est retrouvée, comme n'importe quel autre pays, en difficulté économique. Pire, la plupart des Sud-Africains noirs ont continué à souffrir au bas de l'échelle de la société dans le monde post-apartheid. Ces éléments permettant de nuancer certains discours, à l'instar de cette déclaration du capitaine Pienaar quelques années plus tard, à la mort de Mandela. Je cite, « Quand le coup de sifflet final a retenti, ce pays a changé pour toujours. » Mais sincèrement, j'ai toujours dit, je veux pas être un vieux con, un vieux aigri, mais quand tu vois tout ce qui s'est passé, tu peux quand même te poser des questions. Par ailleurs, cette Coupe du Monde
l'Afrique du Sud se devait de la gagner, n'importe les moyens utilisés. Ainsi, si l'ombre de la corruption planait sur le tournoi, le spectre du dopage, lui aussi, n'était pas bien loin. Je me lève et je dis je vais pas marquer. Pour qu'on puisse arrêter cette souffrance. En effet, cette idée de corruption apparaît notamment après l'épisode des 4 essais refusés à nos Français en demi. À la fin du match, nos Bleus se sentent volés, tel un dommage collatéral de tout l'enjeu politique qui gravite autour de la compétition. Benazi ira jusqu'à mentir à ses coéquipiers dans les vestiaires, ce dernier assurant qu'il n'a pas aplati le ballon derrière la ligne. De plus, au cours de la cérémonie de clôture, les doutes s'amplifient encore lorsque le président de la fédération sud-africaine, Louis Lloyd, offre devant toutes les délégations une montre en or à l'arbitre de la demi-finale entre la France et l'Afrique du Sud. Après cet événement, les Français ont compris que ce qui s'était joué au cours de cette rencontre s'avérait bien plus qu'un simple match de rugby. Do I think it was intentional? Absolutely. I'm pretty sure, and all indications as I've tried to get behind this would seem to be that pressure from betting syndicates. It's the old money in sport, let's shorten the odds. Cette idée de corruption va même se confirmer quelques jours plus tard lors de la grande finale. En effet, au cours du match, les Blacks montrent rapidement des signes de fatigue. La faute à une intoxication alimentaire ayant décimé la sélection maori 2 jours plus tôt. Selon le coach néo-zélandais, il s'agit d'un empoisonnement réalisé par une mystérieuse serveuse. Des voix accusent la fédération sud-africaine ou encore les syndicats de paris sportifs quand d'autres pensent à la simple malchance. Mais, faute de preuves, personne ne connaîtra jamais la vérité. I can't play with my kids anymore. They are at them. And I can't hold them. It is difficult. Enfin, plusieurs années après la compétition, certains joueurs ont subitement commencé à contracter des maladies rares, quand d'autres sont morts prématurément, à l'image de Steven Kruger, mort d'une tumeur au cerveau à 39 ans, de Chester Williams, d'une crise cardiaque, ou encore de Joost van der Westhuizen. Le grand demi de mêlée, dont on vient d'entendre le témoignage, véritable star de l'équipe, avait contracté la maladie de Charcot avant de s'éteindre en 2017. François Pinard l'avouera lui-même. Les box prenaient systématiquement des pilules et recevaient des injections de produits aujourd'hui considérés comme dopants. Ainsi, de nos jours, il s'avère impossible de démêler le vrai du faux, mais ce qui est sûr, c'est que ces guerriers ont tout sacrifié, y compris leur vie, pour amener de la joie à une nation qui en avait cruellement besoin. Merci, chers auditeurs. C'était Géos Poétique, Afrique du Sud 1995, les Springboks, une équipe, un pays. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin d'écouter les futurs épisodes. Merci à Monsieur Brelier, créateur de la plateforme Askip. C'était Alexis Gallo, à bientôt.